Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Zoé Dubus, je suis historienne, spécialiste d'histoire de la médecine et plus particulièrement de l'usage médical des psychotropes. Il y a quelques jours, j'ai fait un compte-rendu de lecture d'un article qui parle des tensions dans l'interprétation mystique des psychédéliques qu'il y a dans le champ aujourd'hui de la recherche contemporaine. Et je trouvais que c'était intéressant de refaire cette vidéo avec vous. C'était une intervention dans un cadre universitaire restreint. J'ai trouvé que ça pouvait être pertinent de vous refaire cette présentation-là. Et en plus, vous allez voir que j'ai fait un PowerPoint qui m'a pris 1000 ans à faire. Du coup, je trouvais que c'était un peu dommage de le perdre. Donc, j'avais envie de le retourner sur YouTube. Et en fait, je pense, enfin, dites-moi dans les commentaires si ce format-là vous intéresse, parce que c'est très régulier que que je fasse des présentations comme ça dans des groupes restreints. Et si ça vous intéresse, je peux refaire moi en fait après coup pour les mettre sur YouTube pour que ce soit disponible pour tout le monde. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, on va parler d'un chapitre de livre qui est paru dans ce très gros livre-là, qui vient de sortir, qui est sur les usages, enfin la philosophie autour des usages de psychotropes en général, mais il y a vraiment une grosse partie qui est consacrée aux psychédéliques. Je vous mettrai la référence dans la description, mais il coûte 200 euros, si vous voulez. Donc, oui, c'est un très gros livre, mais c'est quand même un scandale parce que, comme je le dis à chaque fois, bah, la science, elle devrait être accessible à toutes et à tous, et c'est pas le cas du tout pour ce type de format. Donc, si vous êtes chercheur, chercheuse, ou que vraiment vous êtes très intéressé par un chapitre qu'il y a dans le livre, n'hésitez pas à me contacter parce que avec ma fac, j'ai accès à certains des chapitres. Donc, je peux vous les envoyer en PDF si ça vous intéresse. En tout cas, donc, pour commencer en introduction un petit peu de cette vidéo, c'est important, je pense, de me positionner à l'égard de cette thématique parce que moi, j'ai aucune sensibilité pour les questions mystiques, spirituelles autour des psychédéliques. J'ai pas grandi du tout dans une famille religieuse. Mes parents, ils m'ont appris qu'il y avait des gens qui croyaient en quelque chose qui s'appelait Dieu quand j'avais 7 ans à peu près, et je le sais parce que je m'en souviens. Donc voilà, j'ai aucune sensibilité pour ça, pour les aspects magique, superstitieux, voilà, spirituel qu'il peut y avoir autour des psychédéliques. C'est pas mon domaine, ça ne m'intéresse pas. Je respecte tout à fait, hein, si c'est votre cas, il y a vraiment aucun problème, mais c'est pas ma sensibilité personnelle. Donc c'était aussi pour ça que j'avais envie de lire cet article parce que permet de faire un gros point sur le sujet, sur la question aujourd'hui. Et en plus, moi, dans mes recherches historiques, cette question-là, elle apparaît très peu. Donc, je me suis pas formée au fur et à mesure sur ce sujet. Euh, donc voilà, un petit peu pour poser les choses avant de commencer. Alors, on va faire au PowerPoint, comme je vous disais, et vous allez voir, j'ai un ordi tout pourri. Alors oui, ne me dites pas 15 000 fois dans les commentaires ou par message privé que ma vidéo, l'écran et la qualité vidéo est pourrie et que le son est pourri. Je n'ai pas d'argent à consacrer pour mettre dans, dans l'achat pour l'instant d'une meilleure webcam. J'ai l'ordi le moins cher du marché. Voilà, donc ça explique la qualité médiocre des vidéos, mais c'est pas grave parce que l'important c'est ce que je dis et puis là en plus vous avez un PowerPoint. Donc voilà, j'avais envie de beaucoup de sobriété hein, pour cette thématique, comme vous pouvez le constater. Euh, j'ai un défaut qui s'avère être un petit peu aussi une qualité, c'est que je procrastine. Alors, quand on procrastine, ça veut dire qu'on a un travail très important à faire, mais on va se persuader qu'il faut absolument qu'on fasse cet autre truc très important qui n'a en fait aucune importance du tout, mais on va se persuader qu'il faut le faire. Donc, ça peut être scroller sur son téléphone. Moi, je procrastine en travaillant sur des trucs qui n'ont aucune importance. Voilà, donc c'est un défaut, mais qui se transforme un petit peu en qualité. Donc j'ai passé 3 heures sur Canva à me dire aussi quand même c'est intéressant de découvrir un peu comment marche un peu plus Canva. Donc normalement moi j'ai une base de PowerPoint qui est toujours la même et je rajoute juste du contenu à l'intérieur. Et là voilà j'ai fait un tout nouveau un tout nouveau format. D'où le fait que j'avais pas très envie de le gâcher entre guillemets juste pour une communication. En tout cas, nous voilà à parler de cet article de Chris Lesby, Jay Matou et Eric Hochstein qui essaye de faire un point
sur les questions autour des expériences mystiques dans le champ des psychédéliques. Ils appellent ça le Mysticism Wars, donc les guerres autour du champ mystique, donc autour de la légitimité en particulier de ces termes. Et donc pour les auteurs, surtout pour Chris Lesby, donc qui est un philosophe australien, l'idée c'était de clarifier des confusions que lui perçoit dans les concepts qui sont avancés, que ce soit par les pro-mystiques ou par les anti-mystiques, et donc de proposer une espèce de voie de sortie. Donc, la légitimité du domaine mystique est remise en question fréquemment, hein, depuis déjà même les années 50. Et il y a en particulier cet article-là. Alors, je vais jamais dire les noms des auteurs, hein, parce que ils ont tous des noms, je voudrais pas risquer d'écorcher leur nom de famille, mais en tout cas, il y a cet article-là qui est paru en 2021 et qui expliquait que les concepts mystiques n'ont pas vraiment leur place dans le domaine scientifique occidental aujourd'hui. Et c'est donc à partir de cette base-là que les auteurs de notre papier vont réagir. Ils commencent d'abord donc par expliquer ce que c'est que la notion d'expérience mystique. Alors eux, ils partent tout de suite de William James aux États-Unis et de Walter Stace en Angleterre, qui à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle vont poser les bases de ce qu'est l'expérience mystique. En fait, ces questions-là, elles émergent beaucoup plus tôt, hein, elles émergent au début du 19e siècle, en particulier en France, à un moment où les scientifiques et les médecins prennent de la distance avec les concepts religieux. Et donc, tout à coup, on se demande, dans un moment aussi où la psychiatrie, qui s'appelle pas encore comme ça, qui s'appelle l'aliénisme, prend de plus en plus de place, devient une science à part entière. On se demande, mais finalement, ces personnes qui disent qu'elles entendent des voix qui sont celles de Dieu, qui sont celles des saints, celles d'esprit, est-ce que c'est considéré comme normal ou est-ce que ça doit devenir pathologique? Et donc, il y a des débats très importants en France au début du 19e siècle pour décider si ces expériences-là, elles sont pathologiques ou pas. Et finalement, aux alentours des années 1850, va être décidé que l'hallucination, c'est le symptôme principal de la folie. Et donc l'hallucination visuelle, mais l'hallucination aussi auditive. Donc au fur et à mesure du 19e siècle, les mystiques deviennent compris comme des personnes qui souffrent de pathologies psychiatriques, pas systématiquement, mais ça, voilà, il y a un champ qui s'ouvre dans ce domaine-là. En tout cas, James et Stace, ils vont poser les caractéristiques communes de ce qu'est pour eux une expérience mystique et donc qui repose sur le sentiment d'unité, l'effacement du soi, donc la perte de l'ego pour les gens qui sont dans les psychédéliques, l'intuition de vérité ultime, donc ça c'est le sentiment noétique, et puis tout ça repose aussi sur une émotion positive très intense pendant cette expérience-là. Ensuite, dans les années 1950, il y a plusieurs philosophes, scientifiques, anthropologues, etc., qui vont réfléchir à ces expériences mystiques en lien avec l'usage de psychédéliques. C'est notamment le cas de Aldous Huxley. Et ensuite, aujourd'hui, dans notre période contemporaine, il y a un questionnaire qui s'appelle le MEC30, qui a été proposé en 2012 par une équipe américaine dirigée par Roland Griffiths, pour évaluer ses expériences mystiques en lien avec les psychédéliques. Et ça a conduit aussi cette équipe à affirmer que vivre une expérience mystique serait central dans l'efficacité thérapeutique des psychédéliques. Et on va évidemment revenir sur tout ça. Alors, il donne plein d'exemples au début de l'article, plein d'exemples historiques, et moi, c'est que des mecs. Donc, moi, j'aime pas beaucoup quand on donne que des exemples de mecs, donc je vais pas vous parler d'Huxley, et on va parler de Betty Eisner. Donc Betty Eisner, c'est une psychologue américaine qui est vraiment une des pionnières dans le champ dans les années 50. Elle commence à travailler avec le LSD en 1955 et elle va devenir vraiment l'une des thérapeutes les plus importantes au monde. Elle est invitée dans toutes les conférences internationales. Elle est l'une des premières à faire un manuel de thérapie assistée par psychédélique en 1957. D'ailleurs, c'est deux femmes, hein, c'est elle et une autre femme en Argentine qui font les deux premiers manuels, donc c'est intéressant de voir qu'ensuite ça a été complètement éclipsé et qu'on a l'impression que c'est Timothy Leary qui a tout inventé. Non, non, il y avait plein de gens avant et surtout des femmes. Elle a aussi tout un aspect très, très problématique, hein, Betty Eisner, je reviens pas là-dessus dans cette vidéo-là, mais voilà, c'est pas non plus une figure exclusivement positive. En tout cas, vous voyez qu'en 1958 déjà, dans l'un de ses premiers articles, elle va décrire ce qu'elle appelle, elle, une expérience cosmique. Donc,
une expérience dans laquelle l'individu parvient à une expérience d'ordre, de vérité, de beauté, d'amour, et ça lui permet de s'accepter sans condition. Donc c'est quelque chose qui est perçu de manière extrêmement positive. Dans ses publications initiales, elle interprète ses expériences dans un cadre religieux, et puis assez rapidement, elle se rend compte que le terme a une connotation pas forcément négative, mais en tout cas qui implique des choses qui sont pas ce qu'elle cherche à démontrer. Et donc, elle va finir par utiliser, vous voyez, l'expression d'expérience intégrative. Donc, elle est un peu aussi la pionnière de ces questions d'intégration, mais pour elle, l'intégration, c'est vraiment au moment de la séance, quand on fait cette expérience très intense. Alors évidemment, il y a des recherches, il y a plein de recherches qui se font à cette époque-là sur l'expérience mystique, avec beaucoup de chercheurs qui sont très intéressés par la parapsychologie. Par exemple, Humphrey Osmond, dont j'ai déjà parlé dans la vidéo dans laquelle je présente le livre de Erika Dick, donc l'un des grandes références sur les psychédéliques qui lui travaille au Canada, est très intéressé par la psychologie. Il va y avoir d'ailleurs un congrès qui va se passer en France à la fin des années 50, un petit truc tout un peu underground sur les questions parapsychologiques dans le champ des psychédéliques, et Osmond y participe. Donc voilà, il y a plein de recherches qui se font un petit peu sur ces sujets-là, mais la grande étude, c'est celle de Walter Pahnke. Donc vous avez la photo ici. Walter Pahnke qui est vraiment pour moi l'un des chercheurs les plus intéressants sur les psychédéliques, et celui surtout qui a fait les études les plus belles. Il a travaillé beaucoup dans le champ de la fin de vie. Si ça vous intéresse, j'ai écrit un article en français à ce sujet-là, je vous le mettrai dans la description. Quand je lis ces articles sur la fin de vie, les études de cas, c'est tellement émouvant que ça me fait pleurer. C'est rare que je pleure en lisant un article scientifique. Ben, les études de Walter Pahnke, c'est vraiment hyper émouvant. Je pense que ça aurait été c'était vraiment l'étoile montante du champ des psychédéliques dans les années 60. Il travaille dans l'hôpital dans lequel va être recruté Stan Grof à la fin des années 60, et malheureusement, il meurt d'un accident de plongée au début des années 70. Sinon, à mon sens, il aurait été aussi connu, voire beaucoup plus connu en fait que Stan Grof ne l'est aujourd'hui. En tout cas, Pahnke, il fait sa thèse avec Timothy Leary à Harvard au début des années 60, et ils font cette expérience du Good Friday Experiment, dans laquelle il veut lui surtout tester si les fortes doses de psychédéliques administrées dans de bonnes conditions pourraient induire de manière fiable des expériences qui soient indistinguables des états mystiques non induits par psychédéliques, qui étaient décrits par donc William James et Walter Stace. Donc, il va faire une étude en double aveugle contre placebo. Donc, ça veut dire qu'il fait deux groupes d'étudiants en théologie. Un groupe qui va recevoir de la psilocybine, un groupe qui n'en reçoit pas, qui reçoit un placebo. Et ni l'équipe de recherche, ni les participants ne savent qui a reçu ou pas la substance. Alors, on sait tous les problèmes qu'il y a autour de la question du placebo, enfin de la double aveugle dans ces études-là. Mais en tout cas, il essaye de faire l'étude la plus rigoureuse possible. Il va donc donner de la psilocybine à ses étudiants qui assistent à la messe du vendredi saint, et ce qu'il observe, c'est que ceux qui ont reçu la psilocybine ont un taux beaucoup plus élevé, effectivement, d'expérience mystique que le groupe placebo. Alors vous voyez que ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, même si Aldous Huxley est anglais, il travaille aux États-Unis, même si Humphrey Osmond est anglais, il travaille au Canada et il est très présent dans la scène américaine. En fait, ces questions-là, elles sont surtout très importantes aux États-Unis, et elles vont donner lieu d'ailleurs à la panique morale qu'il va y avoir sur le LSD à la fin des années 60, en particulier à travers la figure de Timothy Leary, qui est donc ce psychologue d'Harvard qui dit partout qu'il se fait renvoyer d'Harvard pour avoir donné de la psilocybine un peu trop librement à des étudiants. En fait, il s'est pas du tout fait renvoyer, et son contrat n'a juste pas été renouvelé. Mais en tout cas, Timothy Leary qui devient le grand gourou des psychédéliques des années 60, et il a un procès à la fin des années 60 pour possession de cannabis et de LSD, et pour se défendre, il va créer une nouvelle religion dont le culte est basé sur la prise de LSD. Donc aux États-Unis, c'est possible de faire ça va pas fonctionner, mais en tout cas, vous voyez que le fait qu'on crée une religion autour de la prise de LSD, ça accroît aux États-Unis une inquiétude autour des dérives sectaires qu'il peut y avoir autour de la prise de ces produits-là. Donc c'est quelque chose qui est assez constitutif de l'expérience aux États-Unis, mais finalement qui ne l'est pas tant dans le reste du monde, et c'est une très grosse critique que j'adresse à l'article dont on va parler, parce que pour eux, ça, c'est
totalement évacué. On fait comme si ces questions d'expérience mystique, elles étaient communes à tout l'Occident, on va dire, de tous les pays occidentaux, que ce soit à l'époque des années 50 ou que ce soit aujourd'hui. Or, c'est absolument pas le cas. Ces études sur les expériences mystiques, elles sont menées en Amérique du Nord, dans un contexte où moi, je peux l'observer tous les jours puisque je suis au Canada en ce moment. La religion a une place beaucoup plus forte dans la société encore aujourd'hui, et donc ça l'était évidemment d'autant plus dans les années 50. Il y a beaucoup de grandes figures des psychédéliques, notamment Betty Eisner, qui font partie de séminaires religieux avant même de commencer à prendre des psychédéliques. Donc Eisner, par exemple, elle participe à un séminaire dès la fin des années 40, dans lesquels le but, c'est vraiment de travailler son rapport à Jésus, notamment. Donc voilà, ils sont vraiment très investis dans des contextes religieux et ensuite ça infuse du coup leurs pratiques et leurs interprétations des effets de ces substances et ça c'est totalement évacué dans l'article, on n'en parle absolument pas. Autre exemple, Ronald Sandison, qui est le médecin à l'époque le plus connu dans le champ des psychédéliques. Il a totalement disparu aujourd'hui de l'imaginaire collectif sur les psychédéliques, c'est bien dommage. Ronald Sandison, c'est le premier à poser la méthode d'une psychothérapie assistée par psychédéliques. Avant ça, pour les gens qui connaissent mes recherches, on utilisait les psychédéliques dans le cadre des thérapies de choc. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui se dise, tiens, si on changeait la manière et si on inventait le fait d'administrer des psychédéliques pour approfondir la psychothérapie. Donc lui, il est en Angleterre et cet article-là, il date de 1954. Il va publier après plein de publications évidemment après ça, mais lui est très religieux. Il va même, au fur et à mesure de sa carrière, dans les années 80, il va travailler spécifiquement avec des moines dans un monastère. Donc il est le psychiatre de ce groupe de moines, il fait des thérapies de groupe avec eux. Donc voilà, il est très investi hein, dans le milieu chrétien. Et pourtant, dans ses articles sur les psychédéliques, cette dimension religieuse n'apparaît absolument pas. Donc c'est intéressant de noter qu'il y a déjà une différence entre, même entre pays anglo-américains, entre en Angleterre et ce qui se passe en Amérique du Nord. Alors évidemment, en France, ces questions-là, elles ne sont jamais abordées. C'est pas une thématique pour les chercheurs français des années 50 et des années 60 qui travaillaient avec les psychédéliques. Au contraire même, le fait que le mot psychédélique soit inventé par Humphrey Osmond en 1956 et qu'il soit immédiatement adopté par la communauté internationale, mais pas en France, c'est un signe pour les chercheurs et les chercheuses français qui travaillent sur ces substances du fait que les thérapeutes, notamment en Amérique du Nord, ont un trop grand enthousiasme à l'égard de ces produits, qu'ils produisent des études qui sont peu fiables, peu objectives. Donc voilà, il y a vraiment une fracture aussi là entre la France et les autres pays qui adoptent ne serait-ce que le terme psychédélique qui est perçu comme beaucoup trop problématique pour les chercheurs français. Et enfin, il y a quand même des dizaines et des dizaines de sociétés humaines qui font usage de psychédéliques depuis des centaines, voire peut-être des milliers d'années, dans lesquelles ces usages sont compris dans toute une cosmologie très riche et très détaillée. Et bien, dans cet article-là, dans cet article de Chris Lesby et de ses collègues, cette question des usages traditionnels est traitée en une phrase, donc qui dit, bien entendu, la capacité des psychédéliques à induire des expériences religieuses ou spirituelles est attestée par des traditions indigènes depuis des siècles au moins. Donc oui, l'article ne s'intéresse pas à toutes ces questions culturelles, mais pour moi, c'est un problème. Pour moi, ça aurait dû être adressé. À minima, simplement en disant, nous nous basons exclusivement sur tel et tel article, et donc nous n'allons pas aborder la question des différences culturelles, même au sein de la culture occidentale, qu'il peut y avoir dans cette interprétation des effets mystiques, mais ça aurait dû apparaître. Et ça ne l'est pas, et pour moi, c'est le gros problème pour moi de cet article-là. Mais malgré tout, il est très intéressant pour expliquer les enjeux dans ce champ-là. Et donc, c'est ce que je vais vous expliquer. On va passer à travers tous les chapitres, toutes les parties de ce papier. Ah oui, non, d'abord, juste pour terminer sur cette question, l'équipe de recherche américaine, dirigée par Roland Griffiths, qui en 2012 a mis au point le questionnaire MEC30 et qui en a conclu qu'il y avait une corrélation entre expérience mystique et effets thérapeutiques avec les psychédéliques. Quand Roland Griffiths est décédé en 2023, il y a eu
une fracture, une scission dans son laboratoire avec une partie de l'équipe qui dénonçait des pratiques New Age avec un prosélytisme religieux. Je vais pas du tout développer là-dessus, mais du coup, ça aussi, ça n'est pas adressé dans l'article. Or, c'est tout à fait intéressant pour comprendre les promystiques. Les promystiques se basent sur les travaux de Roland Griffith. Or, il y a des problèmes, visiblement, dans la manière dont ont été faites ces études. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a un article très intéressant, c'est pas très long, en français, qui a été écrit notamment par François Tadel, qui est sur le site de la Société psychédélique française. Pareil, vous avez le lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller lire cet article-là. Alors voyons du coup maintenant le détail de cet article-là. Alors vous allez voir, j'ai mis plein de mèmes et je vous remercie très chaleureusement à toutes et à tous si vous avez participé à ça. J'ai demandé sur les réseaux sociaux il y a quelques temps, c'est quoi vos mèmes préférés sur les psychédéliques? Donc j'en ai récolté plein, ça va me servir pour mes archives. Mais voilà, j'avais notamment envie d'en mettre plein dans mon super PowerPoint très sobre. Et donc voilà, il y a une partie de ces mèmes qui sont les vôtres. Merci beaucoup de me les avoir envoyés. Donc on a nos deux auteurs en 2021 qui vont formuler leur première critique. Donc d'abord, ce qu'ils expliquent, c'est que l'usage du cadre mystique, il va introduire des engagements métaphysiques implicites. Ça veut dire, ils vont faire croire que ce qu'ils décrivent, c'est il y a une réalité ultime de ces expériences-là. Donc ça, c'est ce qui critique les auteurs. Ensuite, ils expliquent que les questionnaires comme le MEQI 30, ils biaisent les expériences et les descriptions des participants parce qu'ils vont induire des attentes et ils vont même pouvoir influencer l'expérience elle-même qui va être vécue par les personnes. Si on vous dit, est-ce que vous avez fait une expérience mystique, peut-être que la prochaine fois que vous allez prendre des psychédéliques, vous aurez ça en tête et du coup, ça va influencer votre expérience. Alors, ils en parlent pas du tout là dans l'article. Je sais pas si les deux auteurs de 2021 en parlaient, mais il faut absolument rappeler ici qu'il y a un sociologue américain très important qui s'appelle Howard Baker, qui déjà dans les années 1950 démontrait que les usagers de substances psychotropes apprennent les effets, apprennent à reconnaître les effets. Et donc, en fonction, lui, il observe différents groupes, il travaille sur le cannabis dans les années 50, et il observe qu'en fonction des groupes sur lesquels il travaille, eh ben, les groupes vont se focaliser sur différents effets du cannabis en fonction de traditions en fait culturelles qui se sont créées au sein de leur petit groupe de potes qui prennent du cannabis. Donc, il y a une influence énorme des attentes, des connaissances qu'on a sur la substance dans les effets qui vont être produits. Et donc, c'est quelque chose qui est encore plus important pour les psychédéliques. Et c'est très important, du coup, de se dire, bon, si on met tout le temps en avant la question de l'expérience mystique, il ne faut pas s'étonner que les gens, après, aient des expériences qu'ils interprètent comme étant mystiques. Et la dernière chose que disent ces auteurs-là, c'est que cette terminologie mystique, elle risque d'être mal comprise par le public et du coup de favoriser des interprétations qui soient surnaturelles. Ensuite, on a deux autres auteurs qui ajoutent à ces critiques-là que les concepts actuels qui sont dans le champ des travaux sur les études mystiques sont marqués par des biais chrétiens et également qu'ils sont totalement détachés des recherches qui se font en sciences humaines contemporaines, donc soit en sciences des religions, soit en anthropologie. Et enfin que le questionnaire comme le MEC 30 empêche de capter les expériences psychédéliques qui vont sortir de ce cadre-là. Alors qu'en est-il maintenant des pro-mystiques donc il y a deux auteurs qui disent que ces expériences mystiques, elles peuvent être étudiées de manière neutre, sans que ça valide des interprétations qui soient spirituelles ou religieuses du réel. Elles ont une valeur qui est explicative, qui est prédictive, et en plus, qui visiblement ont une valeur thérapeutique qui est reconnue, donc notamment par cette étude de Roland Griffiths. Enfin, ils expliquent aussi que faut pas laisser de côté le fait que l'expérience psychédélique, elle est étrange, et il faut bien l'étudier d'une manière ou d'une autre, et pour l'instant, bah, la manière de l'étudier, c'est de passer par ce cadre mystique. Alors ensuite, les auteurs nous présentent une espèce de troisième voie qui a été proposée par deux auteurs pour conserver les bénéfices du langage mystique sans souscrire à son contenu réel. Cette proposition, c'est un fictionnalisme philosophique. Ça veut dire qu'on va utiliser le langage mystique comme une fiction utile, au même titre, par exemple, que les mathématiques ou les personnages littéraires. Et selon ces deux auteurs, ça permet de préserver les outils comme le MEC 30, sans dire que ce qu'on observe, c'est réel. Donc, par exemple,
Ça signifie que les expériences mystiques n'existent pas vraiment, mais on peut en parler comme si elles existaient pour conserver leur valeur descriptive. Donc ils font deux parallèles. Les nombres, c'est pas des entités abstraites, pourtant on peut dire 2 plus 2 égale 4, et de la même manière on peut dire aussi Sherlock Holmes est un détective brillant, ça suppose pas qu'il existe réellement, mais juste cette phrase, elle est vraie dans le contexte de la fiction. Et ben de la même manière, pour ces deux auteurs, on pourrait dire qu'un sujet a une expérience mystique selon le récit qui a été créé par le questionnaire, sans croire que cette expérience, elle révèle une réalité, une vérité profonde sur le monde. Alors, Lesby et ses collègues, ils présentent cette proposition fictionnaliste, mais ce que eux, ils expliquent, c'est que finalement, ça risque d'aggraver les problèmes de communication sur ce sujet-là, qui, on va le voir, est au cœur pour eux de la problématique, et ça va créer de l'ambiguïté, c'est pas ce qu'on veut, donc voilà, c'est intéressant pour les chercheurs et les chercheuses, mais finalement, pour la question de la communication, ça fonctionne pas très bien. Alors, ils vont ensuite montrer toutes les confusions qui, pour eux, perturbent le champ des études sur les questions mystiques, que ce soit les pros ou les anti. Donc la critique principale de ces auteurs-là, c'est pour eux qu'il y a, dans les débats, on mélange expérience et réalité, donc phénoménologie, ontologie. Donc on assimile l'étude des états subjectifs, ça c'est la phénoménologie, à une validation des réalités métaphysiques, qui est donc l'ontologie. Or, on peut étudier la croyance en Dieu sans croire en Dieu, on peut étudier les expériences mystiques sans croire à un réel ultime. Alors, il y a une autre confusion, c'est celle entre ontologie et méthodologie. Donc, l'usage du questionnaire MEC 30 ne suppose pas que la réalité soit divine. Il suppose seulement qu'il y a certaines expériences qui partagent des caractéristiques communes, qui peuvent être mesurées, qui peuvent être en plus corrélées à des résultats thérapeutiques. Et tout ça, ça peut être étudié scientifiquement. Ce qui compte en science, c'est la valeur opératoire d'un concept, pas sa réalité ultime. Ensuite, il y a une confusion entre méthode scientifique et communication publique. Il y a certains auteurs qui craignent que le terme mystique soit mal compris, en particulier par le public, mais aussi par les financeurs. Donc ça, c'est très intéressant, c'est très important. Effectivement, alors le public aussi, est important, mais moi, je vais m'attacher à la question des financeurs. Quand, notamment dans les pays anglo-américains, nous, en France encore, on finance encore un petit peu la science par l'argent public, mais de plus en plus, on va vers des appels à projets. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur la science, si ça vous intéresse, mais très rapidement, les équipes de recherche aujourd'hui, toutes les équipes de recherche dans les pays, le Canada, les États-Unis, s'ils veulent faire de la recherche, ils doivent répondre à des appels à projets, et donc ils vont écrire le détail de la recherche qu'ils veulent faire, et ce résumé va être lu par des experts dans plein de domaines différents, mais qui sont pas spécialistes de votre domaine à vous. Et comme le champ des psychédéliques, c'est encore un champ émergent, il y a 90% de chances que l'ensemble des gens qui vont évaluer votre appel à projet n'aient aucune connaissance sur les psychédéliques. Et donc, si vous utilisez une terminologie qui est mystique, pour beaucoup de gens, ça va être « Oula, c'est quoi, c'est quoi ce truc? Jamais de la vie, il faut financer ça. » Donc, il y a un vrai problème de communication, à la fois pour le grand public, mais pour les financeurs aussi, et qui va donner lieu à ce que des projets sur les psychédéliques qui peuvent être super intéressants ne soient pas financés, juste parce qu'ils emploient un vocabulaire qui, pour l'instant, ne paraît pas légitime aux yeux de la science contemporaine. Pour Lesby et ses collègues, il y a effectivement ce risque, ils le reconnaissent tout à fait, mais ce qu'ils soulignent, c'est que c'est un problème qui relève de la vulgarisation scientifique et qui relève de la communication en elle-même, pas de la recherche. C'est pas un problème de la recherche. S'il fallait changer tous les termes scientifiques pour éviter des malentendus, bah, ça reviendrait à changer en permanence les mots scientifiques, la terminologie scientifique, au gré des perceptions changeantes du public, parce que ça évolue en permanence, et du coup, ça serait totalement contre-productif selon eux. Donc là, je souscris tout à fait, c'est un problème qui concerne la communication, pas la validité scientifique des concepts. Ensuite, il montre la confusion qu'il y a entre est-ce qu'il faut abandonner maintenant ou est-ce que c'est l'idée d'abandonner dans le futur ces concepts-là. Donc, il y a des gens qui disent il faut arrêter de parler des expériences mystiques, il faut les remplacer par de meilleurs outils de définition. Mais pour Lesby et ses collègues, cette possibilité future, elle justifie pas du tout leur abandon immédiat. Parce que pour l'instant, il n'y a pas d'alternative qui soit suffisamment pertinente pour les remplacer.
Et puis enfin, il y a une confusion entre les croyances personnelles des chercheurs et la science qu'ils vont produire. Donc le fait que certains chercheurs croient personnellement en une réalité spirituelle, ça invalide pas leur travail. Pour Lesbi et ses collègues, il faut distinguer, donc c'est un peu distinguer l'homme de l'artiste, là il faut distinguer la croyance personnelle d'un scientifique de sa méthodologie. Donc ce qui compte, c'est la transparence de la méthodologie, c'est la rigueur des protocoles et c'est la reproductibilité des résultats. Pour finir, donc, il propose des éléments pour sortir de ces guerres du mysticisme. Donc, pour les auteurs, la bonne question à se poser, c'est est-ce que le concept d'expérience mystique, il est utile à la recherche aujourd'hui? Pour eux, la réponse est oui. Et donc, il propose que utiliser ce concept-là, ça implique absolument pas une croyance dans sa réalité métaphysique concrète, que l'usage de ces questionnaires, il s'est révélé fiable pour prédire des meilleurs résultats thérapeutiques et que il faut quand même poursuivre les recherches pour affiner notre compréhension de ces états qui sont étranges et peut-être un jour, au bout d'un moment, trouver d'autres concepts pour les décrire qui soient plus pertinents. Donc finalement, ils appellent à un apaisement des débats idéologiques et à continuer la recherche sur ce sujet pour voir si le cadre mystique mérite effectivement sa position dominante. Alors, fin de cet article. Maintenant, conclusion à moi. Alors, je suis pas d'accord avec, évidemment, beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis pas d'accord dans leurs conclusions. Je trouve leur déroulé très intéressant, hein. C'est pas un article qui est super agréable à lire, hein. Il est très long, il fait 27 pages. Mais au moins, ils vont au cœur des problèmes et ils les détaillent. Le problème, c'est que pour moi, il manque quand même plein d'éléments. Par exemple, quand ils disent ce questionnaire, il a permis de prédire de manière fiable des meilleurs résultats thérapeutiques, quand on sait l'histoire qu'il y a autour de Roland Griffiths et des tensions qu'il y a au sein même de son laboratoire, on peut se demander s'il y a effectivement pas des problèmes d'objectivité dans cette affirmation-là. Et ça, encore une fois, c'est totalement évacué de l'article. Ça n'apparaît pas. Ces tensions ne sont pas mentionnées du tout. Voilà, moi je pense, on va commencer par là, je pense que le fait que des scientifiques soient croyants, mais pour moi, la question se pose même pas, en fait. Évidemment que ça impacte leur recherche, évidemment que ça impacte la manière dont ils voient ces substances, dont ils perçoivent ces expériences-là. Et c'est la même chose pour moi que l'auto-expérimentation. Euh, pour moi, les scientifiques qui ont auto-expérimenté les psychédéliques, ils ont aussi des manières différentes de penser ces substances, de réaliser leurs protocoles, de prendre en charge leurs patients, de les préparer à l'expérience, etc. Euh, donc, euh, donc oui, ça a un impact en fait. Je trouve ça très bizarre de faire comme si ce n'était pas le cas. Et c'est pas quelque chose qui est négatif, ni dans le cas des croyances, ni dans le cas de l'auto-expérimentation. Par contre, pour moi, ça devrait pas être tabou. Ça devrait faire partie de la méthodologie. On devrait décrire dans l'article, nous avons fait cette étude qui montre des corrélations entre expériences mystiques et résultats thérapeutiques, et tous les membres de l'équipe sont chrétiens. Ça devrait être dit, en fait. Oui, effectivement, ce qui compte chez les chercheurs, c'est la transparence de la méthodologie, la rigueur des protocoles et la reproductibilité des résultats. Mais si on ne dit pas qu'ils sont croyants, ça pose un problème dans cette reproductibilité et dans la transparence de la méthodologie. Pour moi, le fait que les scientifiques aient des croyances, notamment religieuses, c'est pas du tout un problème. Par contre, ça doit apparaître dans les articles, ça doit être mentionné très précisément pour que ça puisse être étudié de la même manière que devraient être étudiées les auto-expérimentations, parce que ça va avoir un impact. Ensuite, l'aspect culturel, comme je vous disais, est totalement absent de l'article, et pour moi, c'est vraiment un gros problème, mais ça me permet de vous partager ce mème de Healing from Healing, qui est un compte, alors il est sur Instagram principalement, il est un peu sur Twitter et très très peu sur Facebook, d'un doctorant en anthropologie mexicain qui fait des contenus, mais vraiment à mourir de rire, et c'est en même temps hyper inquiétant, c'est beaucoup sur les États-Unis et leur rapport à la religion et aux psychédéliques. Donc c'est vraiment très drôle, c'est aussi vraiment inquiétant parce qu'on se dit mais putain, mais c'est pas possible, il y a vraiment des gens comme ça qui existent. En tout cas, voilà, c'est un conte que je vous recommande absolument. Ça va avec un petit peu les critiques que moi j'ai pour l'article parce que nous, en tant qu'occidentaux, on découvre ces substances-là en tant que culture. On les a peut-être utilisées il y a plusieurs
milliers d'années, mais ça n'a pas du tout fait partie de notre culture ensuite. On n'a pas inventé de concepts pour penser ces expériences-là. On n'a pas de vocabulaire pour les penser, et on est un petit peu tout excité à découvrir ces substances-là depuis 150 ans à peu près. Et donc, on a un très grand esprit de sérieux à leur égard. On est voilà, très sérieux comme ça, et on dit oh, la médecine. Les gens qui parlent de la médecine, arrêtez de faire ça. On ne peut pas adapter comme ça ne marche pas. Hein. La médecine, c'est comme ça que les populations, notamment hispanophones, appellent les produits. Nous, en français, la médecine, c'est un champ. Ça n'est pas la substance. On ne parle pas d'une substance en disant la médecine. Donc arrêtez d'importer des concepts comme ça, vous êtes assez pathétique. Bref, donc on a cet esprit de sérieux très important dans le champ des psychédéliques sur une partie des gens qui prennent trop au sérieux ces substances-là. Alors que, en réalité, les populations qui font un usage traditionnel de ces produits, ils ont beaucoup plus de distance avec elles, et en particulier sur les concepts mystiques, beaucoup plus d'humour aussi dans la manière de les appréhender. C'est très intéressant. C'est par exemple quelque chose qui a été étudié en partie par Alex Guérin dans son nouveau livre Global Ayahuasca. Je vous ferai un compte-rendu de lecture de ce livre dès que j'ai un peu de temps. Et donc, les populations qui font usage de psychédéliques de manière traditionnelle, euh, même s'ils ont de la distance, même s'ils ont de l'humour autour de ces questions mystiques liées aux psychédéliques, parfois, ils le formulent quand même en termes mystiques, et en termes mystiques qui soient compréhensibles pour nous occidentaux. En partie parce que c'est plus simple que de expliquer leur propre cosmogonie qui est extrêmement complexe et qui est totalement différente de nos concepts spirituels religieux à nous. Et puis c'est aussi ça qu'attendent toute une partie des gens qui viennent les consulter. Donc voilà, ils se formatent aussi un petit peu à nos concepts à nous. Donc il faut faire attention avec ces concepts-là. Je vous ai mis au milieu un message qui m'a été envoyé par une personne qui est très investie dans le champ des psychédéliques depuis les années 90, pas du tout dans le domaine thérapeutique, hein, c'est quelqu'un qui prend des psychédéliques de manière festive, de manière récréative et expérientielle, et qui a répondu à un questionnaire qui a été fait par une équipe française récente que j'ai partagé, et qui m'a dit qu'il avait été très frustré par la manière dont les questions étaient posées, étaient formulées, parce qu'il trouvait que c'était un petit peu trop axé sur ce côté antéogène, donc qui provoque des effets qui permettent d'entrer en contact avec Dieu ou une spiritualité. C'est très intéressant ce retour-là, donc j'avais envie de vous le partager aussi, parce que ces types d'états-là, encore une fois, il y a des personnes qui sont totalement athées, qui peuvent les vivre et qui du coup ne les interprètent pas après coup comme ayant une réalité absolue. Ils n'ont pas l'impression d'avoir traversé un filtre et de se rendre compte qu'il y a d'autres réalités possibles. Simplement, ils interprètent ça comme une possibilité de leur cerveau. Et puis, il y a des gens qui font ces expériences-là. En fait, très rarement, l'expérience mystique, c'est pas l'expérience que les gens font la plupart du temps quand ils prennent des psychédéliques. Donc, bon, voilà, on fait une expérience mystique une fois de temps en temps, c'est pas nécessairement ce qu'on recherche du tout. Ça n'a pas une importance énorme dans un parcours de psychonautes, et pourtant c'est un problème que dans certaines études qui essayent de mieux connaître les usages français, on s'intéresse un petit peu trop exclusivement à ce côté-là. Donc la personne qui m'a écrit ça m'a dit bon, peut-être je me suis braquée au premier coup et c'était pas si axé que ça, mais en tout cas voilà, ça l'a fait se sentir assez suffisamment mal pour qu'il m'écrive, et donc je trouve que c'est très important de faire attention à pas participer à créer un cadre qui soit trop restreignant dans la description et la compréhension des effets psychédéliques, notamment en France, hein, quand on fait ces questionnaires-là. Donc, s'il y a des personnes qui font de la recherche qui me regardent, je pense que ça, c'est vraiment très important. Et puis après, toujours sur cet aspect culturel, il y a cette étude qui vient de paraître que j'ai pas lu, j'ai juste vu l'intitulé qui m'a fait sourire. Vous voyez qu'il parle de l'intensité de l'expérience psychédélique, donc pas d'une expérience cosmique, pas d'une expérience mystique. Et ça, c'est aussi très intéressant à étudier, en fait, la manière dont certaines équipes vont employer ou pas le vocabulaire mystique dominant. Et cette forme de lissage qu'il y a dans une partie des études, qui a été très bien étudiée par un chercheur qui s'appelle Nick Landlitz, qui est un anthropologiste, ou plus récemment euh, Danielle Gifford, qui est sociologue et qui a écrit un livre qui s'appelle Acid Revival, dans lequel elle étudie ça, le fait que pour paraître légitime, les auteurs et les autrices parfois utilisent un vocabulaire qui euphémise les effets ou qui n'utilise pas la terminologie mystique, et je trouve que c'est vraiment très intéressant.
Voilà, je vais arrêter le partage ici. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas si vous avez des remarques et encore une fois hein, dans les commentaires si vous avez des ressources, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je raconte ici. C'est un article qui est très intéressant, qui est très détaillé. Si vous voulez vous aussi mieux comprendre les enjeux qu'il y a dans ce champ, je pense que c'est un article qu'il faut lire absolument. Mais du coup là, vous avez un complément, je pense, qui était nécessaire à cet article et je trouve ça assez dommage que ça n'apparaisse pas. Et d'ailleurs, donc moi j'ai rencontré Chris Lesby il y a quelques semaines là, qui est venu présenter ses recherches et on a fait un séminaire de travail avec plein d'autres spécialistes des psychédéliques pour qu'ils présentent cet article-là. Et dans l'équipe, dans notre équipe ici à Saskatoon, il y a un chercheur qui est spécialiste des usages traditionnels en Amazonie. Et ils ont eu un débat très intense qui a pris en fait presque toute la place du séminaire parce que lui était assez choqué du non-traitement des questions d'usage traditionnel dans cet article-là et voilà de cette mise à distance totale de ces questions. C'était une discussion qui était très riche. Malheureusement, comme moi, c'est des concepts que je maîtrise pas du tout. En plus, c'est en anglais. J'ai compris peut-être 50%, 60% de la discussion. Mais en tout cas, voilà, sachez que l'article est à la fois très intéressant et à la fois, il me semble, et il semble aussi à d'autres chercheurs qu'il manque une dimension culturelle très importante. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à réagir et puis on se retrouve, nous, sur les réseaux sociaux.